une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non, mais pour tout le monde. C'est un pour tous et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen en jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Goedemorgen. Bonjour à tous. Nous allons commencer cette conférence de presse par une présentation des chiffres, l'évolution de l'épidémie dans notre pays, et c'est le docteur Van Latem qui va débuter. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous allons faire un long préambule aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face. Le plateau que nous avons a une tendance claire à être un plateau incliné à la hausse. Nous voyons effectivement une augmentation constante du nombre de contaminations, et ce dans toutes les provinces et dans quasi toutes les classes d'âge. Il est fort probable que nous atteindrons une moyenne de 3000 contaminations par jour au courant de cette semaine. Il est clair que le nombre de tests a augmenté, mais pas en proportion par rapport à cette augmentation, et le pourcentage de tests positifs est maintenant passé à 6,6%. Le virus circule donc clairement plus facilement actuellement. Quelques 6% des infections documentées entraînent une hospitalisation. Ce pourcentage est assez stable, mais ceci va nous amener à avoir probablement une moyenne de 180 hospitalisations par jour bientôt. En attendant, et on le redira tantôt, nous avons dépassé le seuil des 2000 patients hospitalisés et des 500 patients en lit de soins intensifs. Il faut remonter à la fin de l'année passée, au 28 décembre, pour avoir ce même taux d'occupation des soins intensifs, mais il ne faut pas trop le rappeler, nous étions dans une tendance à la baisse, alors que nous sommes tendance à la hausse actuellement. Cette occupation des soins intensifs augmente d'ailleurs de manière plus significative, lentement, mais plus significative que celle du total des hospitalisations. Les patients vont donc plus rapidement en soins intensifs que ce qui était le cas il y a quelques semaines à quelques mois. Les hôpitaux nous avaient encore rappelé il y a quelque temps que atteindre 1000 lits de soins intensifs était à peu près le maximum qui leur permettait de fonctionner normalement par rapport aux autres soins lourds qu'ils doivent prodiguer pour d'autres problèmes de santé. Nous sommes encore loin, va-t-on dire. 500, c'est la moitié, mais nous savons que certaines évolutions peuvent être rapides, pour ne pas dire exponentielles, et donc il faut se méfier de ce genre d'évolution pour le futur proche. Nous sommes donc, une fois de plus, va-t-on le dire, on a pris un peu l'habitude d'employer ce terme, à un point de rupture potentielle, mais nous pouvons toujours, et je pense que c'est ça qu'il faut garder, cette foi dans le fait que nous pouvons toujours nous-mêmes influencer cette évolution. Alors pour influencer cette évolution, je pense que c'est assez clair, vous connaissez le message, mais on va le répéter. S'il vous plaît, limitez vos contacts étroits, en attendant que la campagne de vaccination progresse. S'il vous plaît, pratiquez toujours le télétravail. On a déjà vu plusieurs fois que les indicateurs nous montrent qu'il est moins pratiqué que ce qu'il pourrait et devrait l'être. Les personnes que vous ne rencontrez pas, cela vous fait de la peine, sûrement, mais cela vous fera encore plus de peine si vous les contaminez.
donc essayer actuellement encore, en attendant que la campagne de vaccination progresse plus, de respecter les mesures et de limiter au maximum vos contacts. Arrivons-en maintenant aux chiffres. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, nous avons eu en moyenne 2844 nouvelles infections la semaine précédente. C'est une augmentation significative de 21% par rapport à la moyenne de la semaine qui a précédé. Cette augmentation est présente, comme on le voit sur le graphique, dans toutes les classes d'âge, sauf chez les personnes âgées et chez les personnes de plus de 90 ans. Nous continuons à avoir une diminution de 9%. On le rappellera par la suite, l'impact de la vaccination est probablement présent à ce niveau-là. C'est actuellement chez les gens jeunes, on voit le pic que vous voyez là, chez les adolescents entre autres, suivi des trentenaires, que l'on voit la plus grande augmentation des nouvelles contaminations. Ceci est présent dans toutes les provinces du pays, avec une variation entre 6% pour le Brabant wallon et 34% pour la province de Liège. Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, nous avons là une hausse de 14%. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 167 nouvelles admissions, alors que si on compare par rapport à une semaine avant, nous avions 147. Et donc, c'est ce qui nous fait dire que nous risquerions d'avoir bientôt une moyenne aux environs de 180 hospitalisations par jour. Ceci nous amène donc à avoir actuellement un total de 2112 patients hospitalisés, soit 6% de plus que la semaine précédente, et 503 de ces patients le sont en lit de soins intensifs, ce qui est une augmentation de 15%. Globalement, toujours à peu près 60% de ces patients nécessitent une ventilation artificielle. À côté de tous ces chiffres qui sont plutôt effectivement dans la mauvaise direction, c'est le moins qu'on puisse dire, nous avons toujours le fait que les décès continuent à diminuer. Nous avons déploré en moyenne 24 décès par jour, c'est 9% de moins. Ce qu'il faut clairement dire, c'est que cette diminution est entièrement liée à la diminution drastique des décès dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, puisque à ce niveau-là, la baisse a été de 47%. La bonne petite nouvelle, les deux pâquerettes, si on peut dire, c'est que la semaine dernière, nous avons même connu 2 jours, qui sont le 13 et le 14 mars, pendant lesquels il n'y a pas eu de décès dans les maisons de repos et de soins qui soient liés au Covid. Et ceci est un point que nous espérons voir fleurir plus fréquemment dans les jours qui viennent, malgré les craintes que nous avons pour le reste de la situation. Alors, deux thèmes aujourd'hui. Un thème un peu immémorial, si on peut dire, c'est que nous nous trouvons effectivement maintenant 1 an après la déclaration, si on peut dire, de l'urgence dans notre pays, à la mi-mars l'année passée, avec les mesures drastiques qui ont été prises. Le 11 mars, l'OMS déclarait le début de la pandémie et vous savez que c'est quelques jours plus tard que nous avons connu le premier grand confinement dans notre pays. Le premier rapport journalier de Ciensano qui reprenait les chiffres Covid est paru le 14 mars et c'est aujourd'hui le 361e rapport qui est publié. Tous ces rapports n'ont été possibles que grâce à la collaboration de très nombreux scientifiques, mais pas seulement de scientifiques, de travailleurs de santé au sens le plus large du terme. Et nous voudrions en profiter pour les remercier pour le travail qu'ils ont fait pour beaucoup d'entre eux en coulisses, en s'engageant dans la collecte et l'intégration des multiples données. De remercier aussi, en passant, tous ceux qui ont collaboré à la lutte contre cette pandémie, à quelque niveau que ce soit, au sein de la société. La fin du tunnel, on l'a dit, elle est proche et je pense qu'il faut continuer à y croire parce que nous avons des bons éléments pour y croire. Mais pour être atteinte, il faut encore passer dans un certain nombre de champs de mines, comme celui que nous connaissons pour l'instant. Nous comptons sur votre collaboration pour passer à travers ce champ de mines et évoluer vers une situation plus favorable. Alors quelques mots concernant la campagne de vaccination dans notre pays. Nous entamons cette semaine la vaccination d'une nouvelle phase, une nouvelle phase qui va toucher les personnes les plus fragiles, qui ne sont pas en maison de repos, c'est-à-dire toutes les personnes de plus de 65 ans. Et très souvent, d'ailleurs, dans les différentes communautés, on va commencer par des personnes de plus de 85 ans, plus de 75 ans, plus de 65 ans. C'est une phase totalement essentielle puisqu'on sait que
dans ces tranches d'âge-là, qui sont des tranches, elles aussi, à haut risque, nous avons encore un taux faible de vaccination, alors que la vaccination des personnes âgées de plus de 85-90 ans en maison de repos est importante et que là, la couverture a montré son efficacité. Actuellement, nous avons administré comme première dose de l'ordre de 775 000 vaccins et également une deuxième dose permettant de dire qu'au total, on a dépassé la barre du million de vaccins administrés dans notre pays. Comme vous l'avez amplement entendu hier dans les journaux parlés et les journaux télévisés, la Belgique a décidé de poursuivre la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca telle qu'elle était entamée. Ceci est important parce que ceci est basé sur des données scientifiques. Et nous avons voulu rester le plus scientifique possible dans la tourmente médiatico-politique qui agite actuellement l'Europe à ce niveau-là. Le Conseil supérieur de la santé a remis hier un avis qui était favorable à la poursuite de la vaccination sur base des données actuellement disponibles. Dans ce contexte, la conférence interministérielle a abondé dans ce sens et a décidé de poursuivre la campagne de vaccination. Actuellement, les données dont nous disposons ne nous permettent pas de dire qu'il y ait un risque supplémentaire lié au vaccin AstraZeneca dans le domaine des thromboses ou des thromboembolies. Il a été employé de manière massive, à peu près de l'ordre de 5,5 millions dans l'Union européenne et de pratiquement 10 millions au Royaume-Uni. Et donc, dans cette masse d'informations, aucun signal ne nous fait penser que nous sommes en train de dépasser le taux prévu normal dans une population générale de pathologie thromboembolique. Certains signaux font même penser qu'éventuellement, nous avons moins de thromboembolie dans le groupe de la population en question, mais le principe n'est pas à ce niveau-là. Le principe est de vérifier que nous n'avons pas là un risque accru de pathologie. Nous croyons donc sur cette base-là que ce vaccin est non seulement un bon vaccin montré par les études cliniques, mais un bon vaccin sur le terrain, ce qu'on appelle l'effectiveness, l'efficacité du vaccin sur le terrain, largement montré maintenant au Royaume-Uni et entre autres en Écosse, montrant une efficacité qui dépasse les 90% pour les formes sévères de la pathologie chez les personnes fragiles, entre autres les personnes les plus âgées et les personnes en maison de repos et de soins. Sur cette base et sur cette base d'efficacité extrême, nous avons donc décidé de continuer cette campagne de vaccination dans une population elle aussi fragile, les plus de 65 ans, comme on le vient de dire, où il est extrêmement important de les couvrir et je dirais tout spécialement encore dans la situation épidémiologique que nous connaissons actuellement, notre plateau élevé qui a malheureusement tendance à être un plateau qui va vers le haut. Il ne faut pas croire qu'on fait fi de la sécurité des personnes qui sont vaccinées. Cette sécurité est certainement un but et quelque chose d'important à maintenir. Il ne faut pas se voiler les yeux à ce niveau-là. Derrière tous ces chiffres, derrière les éventuelles thromboses et autres, il y a des individus et il faut en tenir compte. Nous insistons pour que toutes les personnes qui ont des effets secondaires, quels qu'elles soient, rapportent leurs effets secondaires, par exemple, à leur médecin traitant, et que ces médecins traitants les rapportent au niveau de l'agence du médicament. C'est l'agence fédérale des médicaments qui, en Belgique, la FMPS, est chargée de collationner ces données de manière à pouvoir nourrir les bases de données européennes et mondiales de manière adéquate et de manière à ce qu'un signal éventuel vis-à-vis d'un effet secondaire soit perçu le plus rapidement possible. Ce n'est pas seulement les thromboses, bien sûr, mais c'est tout effet secondaire et tout spécialement un effet secondaire qui serait ressenti comme sévère par la personne ou par le médecin traitant. Il faut rester scientifique, mais il faut alors clairement donner, rapporter les effets secondaires pour qu'on puisse les juger. Les données actuellement qui posent problème, qui sont ces données concernant des phénomènes thromboemboliques ou des phénomènes de diminution des plaquettes chez certains patients, seront analysées cette semaine-ci, entre autres aujourd'hui
et jeudi par la partie de l'Agence européenne du médicament, ce qu'on appelle le PRAC, qui s'intéresse à l'analyse des effets secondaires, à la sécurité des produits médicamenteux et qui devrait nous remettre un avis jeudi. Il est clair, et ceci a été dit dans l'avis du Conseil supérieur de la santé, que nous instiguons nos autorités à suivre l'avis de l'autorité européenne qui, comme l'OMS, continue à promouvoir actuellement l'emploi du vaccin AstraZeneca. Les campagnes de vaccination vont donc continuer et il est essentiel que les gens se présentent, que les gens se fassent vacciner, parce que ce virus continue à toucher notre population et on le voit, à amener des hospitalisations, à amener des séjours en soins intensifs et malheureusement, on le sait aussi, des décès qui vont suivre ces séjours en soins intensifs. À cet égard, nous attendons avec impatience plus d'informations sur l'arrivée et la quantité de vaccins disponibles pour un 4e vaccin, le vaccin de Johnson & Johnson, autrement dit aussi le vaccin de Janssen Pharmaceutica, qui devrait nous arriver à partir du mois d'avril et dont l'administration en une seule dose permettrait lui aussi d'aider à l'évolution favorable de cette campagne. Dernier petit point pour les gens qui sont âgés de moins de 65 ans et qui ont des facteurs de risque, on en a déjà amplement parlé. Je pense qu'il faut les rassurer. Ils seront appelés à temps, c'est-à-dire dès que la campagne de vaccination des personnes de plus de 65 ans aura bien démarré, de manière à eux aussi avoir une vaccination avant la population générale qui a moins de risques. Ils seront repris par des bases de données et par les dossiers médicaux qui sont gérés par leurs médecins traitants. Mais s'ils avaient un doute à ce niveau-là, qu'ils s'adressent, je dirais, paisiblement à leurs médecins traitants pour qu'éventuellement ceux-ci remettent leurs données dans la liste si elles venaient à manquer et que d'autre part, s'ils n'ont pas de médecin traitant, eh bien qu'ils aient l'occasion d'avoir une consultation avec un médecin traitant de manière à être certain d'être bien repris dans les gens prioritaires pour que cette campagne se déroule de la manière la plus harmonieuse et la plus efficace possible. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De plateaufase maakt plaats voor een stijgende trend. We zien nu een aanhoudende stijging van het aantal besmettingen in alle provincies en bij de meeste leeftijden. Vermoedelijk bereiken we deze week gemiddeld 3000 besmettingen per dag. Het aantal testen is gestegen, maar ook het percentage positieve testen is gestegen tot zo'n 6,6%. Dit betekent dat er dus duidelijk meer virus in omloop is. Zo'n 6% van de vastgestelde besmettingen leidt tot ziekenhuisopname. Dit percentage blijft vrij stabiel. We kunnen deze week dus waarschijnlijk ook een verdere stijging van de ziekenhuisopnames verwachten richting 180 per dag. Ondertussen zijn ook de drempels van 2000 bezette ziekenhuisbedden en 500 bezette bedden op intensieve zorgen overschreden. Het is geleden van 28 december dat er nog 500 patiënten op intensieve zorgen lagen. Maar in december zaten we in een dalende fase, nu zitten we in een stijgende fase. De curve van het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt daarbij net iets sneller dan de curve van de ziekenhuisopnames. Dat wil zeggen dat patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis nu dus iets vaker worden doorverwezen naar intensieve zorgen dan enkele weken terug. Ziekenhuizen hebben in het verleden reeds aangegeven dat 1000 COVID-patiënten op intensieve zorgen eigenlijk het maximum is om kwalitatieve zorgen te kunnen garanderen. Die 1000 bedden lijken nog ver verwijderd, maar indien een exponentiële stijging zich zou inzetten, dan kunnen deze bedden snel ingenomen worden. We staan dus op een potentieel kantelpunt, maar we kunnen het verdere verloop van de curve nog steeds zelf bepalen. Mijn belangrijkste advies daarbij is om uw dichte contacten te beperken, in afwachting van de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne.
Mensen die u niet ontmoet, kan u niet besmetten. Denk ook aan telewerk. Zet zoveel mogelijk in op telewerk. Dat is en blijft een heel effectieve maatregel. Zoals verleden week ook uitgelegd, zien we de laatste weken dat er een vermindering is van het aantal mensen dat nog telewerkt en een stijging van het aantal verplaatsingen naar de werkplaats. Betreft de specifieke cijfers, de afgelopen week werden er gemiddeld 2844 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 21% op weekbasis. We zien daarbij een stijging bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 90-plussers. Bij de 90-plussers dalen de cijfers nog met -9%. Het zijn momenteel de tieners waar we de grootste aantal nieuwe gevallen vaststellen, samen ook met de 20ers, de 30ers en de 40ers. De toenames doen zich voor in alle provincies van het land, gaande van +6% in Waals-Brabant tot +34% in Luik. De nieuwe ziekenhuisopnames liggen deze week 14% hoger dan de week ervoor. Specifiek waren er de afgelopen week 167 nieuwe opnames per dag, terwijl dat er de week ervoor nog 147 waren. De totale ziekenhuisbezetting bereikt nu een totaal van 2112 patiënten en dat is opnieuw 6% hoger. Op intensieve zorgen liggen er 503 patiënten. Dat is een verdere toename van 15% op weekbasis. Gelukkig dalen de overlijdens wel nog. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 24 COVID-overlijdens per dag te betreuren. En dat is nog 9% lager dan de week ervoor. Deze daling wordt echter uitsluitend gedreven door de dalende trend bij de rusthuisbewoners. Daar liggen de overlijdens in de afgelopen week opnieuw 47% lager dan de week ervoor. In de voorbije week zijn er zelfs 2 dagen geweest, met name 13 en 14 maart, waarop geen enkel overlijden bij een woonzorgcentrumbewoner werd gemeld, omwille van COVID. En dat is geleden sinds september vorig jaar. Dat is een trend die we te danken hebben aan de vaccinatie en waarvan we natuurlijk hopen dat die zich ook zal verder zetten in de toekomst. Iets langer dan een jaar geleden, op 11 maart, verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie het begin van de COVID-pandemie. Het eerste dagrapport van Cienzano met de COVID-cijfers verscheen op 14 maart 2020. En vandaag publiceren we het 361ste dagrapport. Deze 361 rapporten waren enkel mogelijk dankzij de medewerking van onze institutionele partners en van duizenden gezondheidswerkers die ons de gegevens bezorgden. We willen hen en alle anderen die zich voor en achter de schermen onophoudelijk blijven inzetten in het kader van deze gezondheidscrisis dan ook oprecht bedanken. Vele mensen hebben al een jaar het beste van zichzelf gegeven en blijven nog steeds doorgaan. En dan hebben we het niet alleen over het zorgpersoneel, over de leerkrachten, de politiediensten, maar ook over het winkelpersoneel, de vuilnisophalers, de postbodes, de duizenden vrijwilligers. De lijst gaat nog lang door. Het einde van de tunnel komt eraan, maar dit zal enkel veilig te bereiken zijn wanneer we naast massale vaccinatie ook de maatregelen nog een tijd zullen volgen. Verder zouden we ook enkele boodschappen willen brengen van de taskforce vaccinatie. Mijn collega Sabine Stordeur kon er vandaag niet bij zijn, maar ik heb haar beloofd dat ik haar tekst ging brengen. Deze week zijn we begonnen met een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne, namelijk de inenting van de 65-plussers. Dat is opnieuw een mijlpaal,
opnieuw een kwetsbare groep die zal beschermd worden door vaccinatie. Ondertussen werden meer dan 775.000 eerste doses toegediend. En we hebben de kaap van 1 miljoen totaal toegediende doses al een tijdje overschreden. Ons land heeft beslist om in het belang van de volksgezondheid de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin, zoals gepland, verder te zetten. We vaccineren momenteel de oudere bevolking en het is cruciaal dat dit niet wordt onderbroken, omdat het aantal besmettingen snel stijgt. De taskforce vaccinatie volgt hierbij de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, die zich baseert op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van afgelopen middag. De experten vinden geen verband tussen het AstraZeneca-vaccin en een mogelijk gezondheidsrisico. Het vaccin werd ondertussen wereldwijd massaal toegediend en het aantal gemelde tromboses bij gevaccineerden ligt lager dan wat je zou verwachten bij de algemene bevolking. We zijn daarom nog steeds van mening dat het AstraZeneca-vaccin een veilig en effectief vaccin is voor alle volwassenen. Het vermindert het risico op ziekenhuisopname omwille van ernstige COVID met 94%. Op basis van de huidige gegevens kunnen we stellen dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter blijven dan de risico's. Het is absoluut belangrijk dat mensen zich laten vaccineren. Maar nog meer prioritair voor ons is de veiligheid en de gezondheid van de mensen. Achter elk cijfer staat een mens. Elk geval van trombose na vaccinatie wordt dan ook geregistreerd door het Belgisch Geneesmiddelenagentschap of het FAGG. Het FAGG bezorgt die gegevens vervolgens aan het Europees Geneesmiddelenagentschap of het EMA. Elk van deze gevallen wordt ernstig genomen en nauwgezet opgevolgd. Indien u zelf bijwerkingen ondervindt na vaccinatie, twijfel dan niet om uw huisarts op de hoogte te brengen. Uw huisarts kan vervolgens deze bijwerkingen melden aan het FAGG, die ze op haar beurt ook zal melden aan het Europees Geneesmiddelenagentschap. De experten en beleidsmakers van ons land volgen alle informatie en nieuwe feiten op de voet. Het advies dat donderdag door het EMA zal geformuleerd worden, is daarbij erg belangrijk. En vanzelfsprekend zullen wij dat advies ook volgen. Ondertussen zetten we de belangrijke vaccinaties onverminderd voort, zodat we zo snel mogelijk het normale leven kunnen hervatten in veilige omstandigheden. Daarbij hopen we ook op spoedig nieuws van Johnson & Johnson over hun leveringen. Dit nieuwe vaccin, waarvan er maar 1 dosis moet worden toegediend, kan onze campagne een extra boost geven. Verder willen we ook de risicopatiënten jonger dan 65 jaar geruststellen. Mensen met onderliggende aandoeningen onder de 65 jaar zullen automatisch uitgenodigd worden voor hun vaccinatie, op voorwaarde dat zij een vaste huisarts hebben. Mensen die geen vaste huisarts hebben, raadplegen best een huisarts om hun medisch dossier in orde te laten brengen, zodanig dat ook zij zullen uitgenodigd worden. Dank u voor uw aandacht. Bedankt. We hebben 2 persvragen vandaag. In Frankrijk zou er sprake zijn van een Bretonse variant, waarbij je positief bent, maar negatief test. Klopt dat en komt die ook in ons land voor? Hoe kunnen we deze gevallen opsporen als hun PCR-test negatief is? Er is inderdaad melding gemaakt van een nieuwe variant in Bretagne. Zoals ik in het verleden ook al een paar keer gezegd heb, dat is een normaal proces. Varianten komen en varianten gaan. Dat hoort bij de natuurlijke evolutie van een virus.
We volgen dat natuurlijk altijd nauwgezet op. We zijn vooral geïnteresseerd in varianten die een toegenomen besmettelijkheid vertonen of meer ziekmakende eigenschappen zouden hebben, of die kunnen ontsnappen aan de vaccinatie-immuniteit. En een vierde punt is inderdaad, kunnen onze testen die variant nog voldoende goed oppikken? Er zijn berichten vanuit Frankrijk dat er problemen zouden zijn met hun test om die variant op te pikken. Het gaat om een kleine uitbraak in Bretagne van een 8-tal of een 10-tal gevallen. Typische coronasymptomen, maar de test bleef negatief. Men heeft dan dat verder onderzocht en dan bleek inderdaad dat die test die Bretoense variant niet kon detecteren. Tot nu toe hebben we die nog niet vastgesteld op ons grondgebied. Het is ook belangrijk om te vermelden dat er heel veel verschillende testen gebruikt worden door verschillende laboratoria. En het is mogelijk dat één bepaalde test een probleem heeft met één bepaalde variant, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat dat voor alle andere testen geldt. Integendeel. Elke test detecteert 1 of 2 tot 3 verschillende deeltjes van het virus. Verschillende testen kunnen verschillende delen gaan detecteren. Meestal is het ook zo dat bij een goede test dat die niet afhangt van één specifiek deel. Dus als er een mutatie optreedt in één deel van het virus, kan dat signaal wegvallen, maar meestal is er nog een tweede of een derde signaal dat wel zal oplichten. We gaan dat natuurlijk heel goed opvolgen en in het slechtste geval kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld bepaalde testen moet aanpassen. Bij die PCR-testen kan dat vrij eenvoudig gebeuren, zeker als dat testen zijn die ontwikkeld zijn door het labo zelf, door bepaalde reagentia aan te passen, zogenaamde primers en probes, een update te geven. Maar op dit ogenblik hebben we geen weet van mogelijke circulatie van dit soort variant in België. En France, on parle désormais d'un variant breton. Les cas seraient positifs, mais testeraient négatifs. Est-ce vrai et qu'en est-il chez nous? Comment détecter ces cas si le test PCR est négatif? Alors effectivement, en France, ils ont détecté un variant en Bretagne, d'où son joli nom de variant breton. Il faut rappeler en passant que des variants, il y en a qui naissent sans arrêt dans toutes les parties du monde, que très souvent, ces variants nous intéressent vraiment et qu'on les appelle variants of concern, en anglais les VOC, que s'ils sont entachés, si on peut dire, de particularités qui sont gênantes pour nous, comme une plus grande transmissibilité, par exemple, entre autres le variant anglais, ou éventuellement une plus grande agressivité, une plus grande virulence. Mais il ne faut pas ignorer qu'un troisième point qui peut être important, c'est le fait que nos moyens diagnostiques peuvent ou pas les identifier et qu'ils ne passent pas sous le radar de nos tests diagnostiques. Alors, il y a effectivement eu un cluster d'un certain nombre de cas, pour l'instant limité, en Bretagne, dans lequel certains tests diagnostiques employés ne permettaient pas de détecter ce variant. C'est un point important sur lequel il y a moyen d'agir. Actuellement, en Belgique, nous n'avons pas détecté encore ce variant breton. Et donc, comme on vient de dire, c'est très test dépendant. On emploie différents types de tests. La plupart de ces tests cherchent des points qui sont tout à fait identiques, mais en fonction des tests, ils recherchent éventuellement des choses différentes au niveau du virus qui permettent ainsi de rattraper avec certains tests ce que d'autres ne peuvent pas identifier. Il faudra donc revérifier ce qu'il en est dans les tests employés en Belgique et, si nécessaire, améliorer la performance en la modifiant de tests comme la PCR, ce qui peut se faire relativement aisément. Mais actuellement, ce variant n'est pas connu dans notre pays en tout cas. À l'hôpital, on constate pour la première fois depuis le début de la pandémie une augmentation importante du nombre de personnes en soins intensifs, qui n'est pas comparable à l'augmentation du nombre de cas et d'hospitalisation. Y a-t-il une explication ? Alors, on l'a dit aujourd'hui, effectivement, nous avons une augmentation totale des hospitalisations, mais aussi des hospitalisations en soins intensifs. Quelques-uns de ces patients sont des patients qui nous viennent de France, mais en nombre insuffisant pour expliquer en lui-même l'augmentation des patients qui se trouvent en soins intensifs. Pour les explications, nous n'avons pas encore pour l'instant une raison unique. On peut impliquer plusieurs choses. On peut impliquer le fait que maintenant que les patients de maisons de repos et de soins sont moins hospitalisés, il y a plutôt une hospitalisation de gens qui sont un peu plus jeunes,
pas de personnes très jeunes, mais des gens qui n'ont plus de 80 ans, par exemple, que ces patients qui arrivent du domicile arrivent parfois dans des situations plus avancées que ce qu'on avait au préalable, au point de vue de la sévérité de leur état, qu'ils sont moins bien, et donc qu'ils séjournent ainsi aux soins intensifs. Ceci étant, on ne peut pas éliminer la possibilité que chez une partie de ces personnes, il y ait un rôle joué par une virulence plus importante des variants. C'est une discussion qui a eu lieu pendant longtemps, mais pour lequel une publication à la fois anglaise a été confortée par une publication danoise montrant un accroissement de la virulence, entre autres chez des personnes un peu plus jeunes, du variant anglais. Il faut rappeler qu'actuellement, le variant anglais constitue à peu près près de 3/4, entre 2/3 et 3/4 des souches qui circulent dans notre pays, et que l'ensemble des variants anglais plus sud-africains plus brésiliens font un bon 75% des souches actuellement circulantes. In de ziekenhuizen zien ze voor het eerst in de pandemie een buitenproportionele stijging op intensieve zorg, die niet in verhouding is met de stijging van de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Is daar een verklaring voor? Maar laat ik eerst zeggen dat alle cijfers momenteel stijgen, behalve de overlijdens. Dus we hebben de besmettingen die stijgen, die worden gevolgd door ziekenhuisopnames en die worden gevolgd door doorverwijzingen naar intensieve zorgen. Dus die curves volgen elkaar. Het klopt wel dat verhoudingsgewijs er momenteel meer mensen lijken terecht te komen op intensieve zorgen dan enkele weken terug. Momenteel bij het totaal aantal opgenomen patiënten ligt iets minder dan 1/4 op intensieve zorgen, of 24%, terwijl dat enkele weken terug, begin februari, 18% is. En dat lijkt een stijging die zich al een tijdje wat aan het doorzetten is. De exacte analyse hiervan hebben we nog niet kunnen maken, omdat we die gegevens maar met vertraging binnenkrijgen, in verband met het profiel bijvoorbeeld van de mensen op intensieve zorgen, de leeftijd, de lichtduur, dat soort zaken. Maar er zijn wel een aantal factoren waar we aan denken. Ten eerste zijn er de berichten uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken die melden dat de Britse variant, waarvan momenteel toch meer dan 1 op 2 van de besmettingen worden veroorzaakt door de Britse variant, die zou iets meer ziekmakend zijn bij alle leeftijden dan de klassieke variant. Verder is het ook zo dat bij de ziekenhuisopnames, en dat weten we wel, dat er nog relatief weinig heel oude mensen tussen zitten. Heel weinig mensen uit woonzorgcentra die nog in het ziekenhuis terechtkomen omwille van de vaccinatie. Het algemene profiel van de opgenomen patiënten is wat verjongd. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal jonge mensen zijn. 72% van de ziekenhuisopnames betreft nog altijd mensen boven de 60 jaar. Maar we weten wel dat jongere mensen die op zich nog in een vrij goede conditie verkeren, dat die meestal wat langer wachten met opname in het ziekenhuis. Dus wanneer zij in het ziekenhuis terechtkomen, zitten zij meestal in een iets verder gevorderd stadium. Zijn ze er vaak iets erger aan toe dan heel fragiele oude mensen, waardoor al sneller beslist wordt om ze meteen door te verwijzen naar intensieve zorgen. Mensen uit het woonzorgcentrum werden minder vaak doorverwezen naar intensieve zorgen. Niet alleen omdat ze wat sneller werden opgenomen, maar ook vaak omdat omwille van hun heel fragiele conditie intensieve zorgen en bijvoorbeeld mechanische ventilatie, dus beademing door een machine, vaak niet meer aangewezen was omwille van te belastend. In ieder geval, we volgen dat nauwgezet op, maar het spreekt voor zich dat we die belasting op intensieve zorgen dat die wel fel is toegenomen, met ondertussen meer dan 500 patiënten, en dat dat ongetwijfeld ook consequenties heeft voor de ziekenhuizen. Dank u wel voor uw aandacht. Tot vrijdag voor de persconferentie. Merci à vous pour votre attention et on se retrouve vendredi pour la prochaine conférence de presse. Bonne journée.